Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop chaud en ces temps de canicule. Et donc, je voudrais vous faire la lecture d'un livre que j'ai acheté récemment au Salon du Livre. Et ce livre s'appelle Lily sous la mer. C'est un livre de Thomas Lavacheri. Donc, je vous le montre. Alors, c'est un livre jeunesse. Et en fait, ce livre m'a particulièrement plu parce que il a une spécialité, c'est qu'il se lit de haut en bas, comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement original qu'en fait, quand je l'ai vu, j'ai craqué direct. J'ai craqué direct, je l'ai acheté, et puis je me suis dit que j'allais vous en faire une petite lecture. Voilà, regardez comment il est. Alors, je vais vous lire le résumé. Le 12 septembre 1920, le premier appareil d'exploration capable de descendre à 2000 mètres de profondeur plonge dans la mer des Bermudes. À son bord, les époux Bullitt, savants réputés, espèrent prouver l'existence de la vie animale dans les abysses. Leurs enfants, Théo et Lily, font partie de l'expédition. Lily Bullitt ne quitte pas le hublot et sonde les ténèbres sous-marines. Que voit-elle que les autres ne voient pas? Alors bien sûr, ça fait beaucoup penser à l'œuvre de Jules Verne, 20 milieux sur les mers. Et comme j'aime beaucoup cet auteur, Jules Verne, et ben, quand j'ai vu ce livre, j'ai su qu'il allait me plaire direct. Enfin voilà, c'est parti. Je vais commencer la lecture. Donc regardez, l'auteur me l'a dédicacé avec un monstre marin qu'il a dessiné lui-même. Donc c'est parti. C'est un beau jour pour la science. Il restera gravé dans les mémoires. La capitaine Lee Bullitt se rend dans l'océan Atlantique pour explorer les grandes profondeurs. Elle est l'inventrice d'une boule d'acier capable de descendre à 2000 mètres sous la mer. Jamais personne n'est allé aussi bas dans l'histoire de l'humanité. L'extraordinaire engin a été baptisé la boule Bullitt. Ses parois font 60 centimètres d'épaisseur et sa construction a coûté la coquette somme de 25 000 $. Toilettes aspirantes, système de chauffage, transformateur, d'eau de mer, tout a été pensé dans les moindres détails. Le capitaine sera accompagné de son époux, Bill Bullitt Jr., membre de la New York Zoological Society. Savant réputé, M. Bullitt est un spécialiste de la biologie sous-marine. Il est l'auteur d'un ouvrage remarquable sur le requin-marteau. Comme ils ont prévu de rester un mois entier sous la mer, les Bullitt ont décidé d'emmener leurs enfants Théo et Lily dans la boule. Alors je vous montre les époux Bullitt, comme ça, une photo d'eux. Théo, 13 ans, est un fanatique de sport. C'est un garçon plein d'assurance, un brin prétentieux. Lily est une rêveuse. À 5 ans et 2 mois, elle n'a pas encore prononcé un seul mot. D'après sa gouvernante, Madame Onozu- Ono- Onuzel, Lily fait sans doute partie de ces enfants qui refusent de parler avant de pouvoir dire des phrases impeccables. Le Challenger, 3 mâts à moteur, quitte le port de New York le 5 septembre 1920. Chargé de l'énorme boule, il prend la direction du sud-est afin de gagner l'archipel des Bermudes. L'océan est exceptionnellement profond dans cette zone. Alors je vous montre les enfants Bullitt, la petite Lily et Théo, le fanatique de baseball. Alors regardez, la page s'ouvre comme ça. Attends, je vais vous montrer. Donc je soulève et la page s'ouvre de cette manière. C'est pas magnifique?
L'expédition a été annoncée en gros titres dans les journaux. Les secrets des abysses bientôt révélés. Titre le Daily News. En France, en Belgique, en Norvège, à Chypre, en Perse, en Mandchourie, aux Philippines, en Guyane, aux Indes néerlandaises, au Togo, au Swaziland, en Égypte, au Canada, partout dans le monde, les gens se passionnent pour la plongée imminente des Bulites. Après un voyage sans encombre sur une mer clémente, le Challenger arrive enfin en vue des Bermudes. Il rejoint un point précis au large de l'île Nonsuch. Nous y voilà, dit M. Bullitt d'une voix quelque peu enrouée. Aurait-il peur par hasard? Ce n'est pourtant pas son genre. Le navire tangue au-dessus de l'abîme. Des oiseaux de mer, mouettes, faitons et pétrels font des acrobaties au ras de l'eau. Après avoir pris congé de l'équipage, les Bullites pénètrent dans la boule d'acier. L'ouverture est très étroite. Il faut marcher à quatre pattes pour entrer. Il est 15 heures. Le silence règne à présent sur le Challenger, rompu seulement par le léger bruit des vagues heurtant la coque. L'instant est solennel. Les matelots échangent des regards inquiets, tandis que la boule oscille dans le vide comme un pendule. Un grincement retentit. Ça y est, elle commence à descendre. Puisse-t-il revenir sain et sauf, murmure le photographe de bord. Puissions-nous revenir vivants de ce voyage, songe M. Bullitt à l'intérieur de la boule. À 15h11 et quelques secondes, le dimanche 12 septembre, la boule Bullitt entre dans l'eau. Ses occupants, fortement secoués, s'accrochent aux mains courantes. Bientôt, le sol de la boule se stabilise, et les Bullitt peuvent tenir sur leurs jambes. Leur premier réflexe est de courir au hublot. J'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure, mes enfants, dit M. Bullitt. Quelle aventure nous vivons, my goodness. Lily est trop petite pour accéder au hublot. Sa mère a prévenu le problème et a fabriqué un escabeau en caoutchouc renforcé, léger et pratique pour permettre à sa fille d'observer le monde sous-marin. Des morues, s'exclame M. Bullitt, le nez collé au hublot. Gadus morpha, c'est le nom latin. On les appelle aussi morues franches ou cabillots. Les plus grandes pèsent 30 kilos. Heureux de l'apprendre, dit Théo d'un ton blasé. Regardez, la page s'ouvre comme ça et on voit un magnifique requin marteau, si je ne me trompe pas. Et là, regardez, s'écrie M. Bullitt, un requin marteau. Mon requin, si ce n'est pas un signe de chance, je veux bien changer de prénom. Ha ha ha. La femelle requin marteau peut porter jusqu'à 40 embryons. Elle met ce petit au monde après 11 mois de gestation. 11 mois, vous m'avez bien entendu. Nous le savons, Bill, signale la capitaine. Tu nous l'as déjà dit, by Théo, au moins 11 fois. La boule Bullitt poursuit sa plongée vers les abysses. Dehors, c'est à présent le noir total. La capitaine a allumé les projecteurs extérieurs. Et comme il commence à faire froid, elle a ouvert les bullicalors. Ces radiateurs concaves spécialement conçus pour l'expédition. Me recevez-vous? Crie soudain une voix nasillarde. La capitaine se saisit du bulliphone. Nous vous recevons 5 sur 5, dit-elle. Tout va bien ici. Que Dieu bénisse l'Amérique. 300 mètres, 400 mètres. Les oreilles bourdonnent. On se sent plus lourd. 800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres. La boule grince de partout, mais elle résiste bravement à la terrible pression. Soudain, la lumière s'éteint. Goodness, s'effraie M. Bullitt. Mais l'électricité revient bientôt, et le voyage vertical peut continuer normalement. 1762 mètres, 1824 mètres. Enfin, après 3 heures et 40 minutes de descente, la profondeur de 2000 mètres est atteinte. Le fil d'acier est entièrement déroulé. Les Bullitt ne pourraient pas aller plus bas. Alors là, je vous remontre la descente de la boule. Donc là, on voit le bateau au-dessus de la mer. Là, et toute la page qui s'est ouverte comme ça, qui s'est dépliée. On voit la descente. Là, jusque là, on voit la boule dans laquelle se trouve la famille Bullitt. Alors quand l'auteur m'a montré ça, franchement j'ai craqué. Je me suis dit, ce livre il me le faut. Alors voici ce que dit
Voici ce qu'ils disent dans le bateau. Allô, ici le Challenger, me recevez-vous? Allô, allô. Ici Bill Bullitt Jr. Criez pas si fort, les gars. On n'est pas sourds. 18 septembre. Les Bullitt séjournent dans la boule depuis une semaine. Chaque soir, ils prennent leur pouls, leur température et leur tension. Il s'agit de voir comment l'organisme se comporte en grande profondeur. La vie animale existe-t-elle à 2000 mètres? Monsieur Bullitt en est persuadé. Avant le départ de l'expédition, il a annoncé à la presse qu'il en apporterait la preuve. Et pour l'instant, les projecteurs n'attirent aucune créature. Ni poisson, ni crustacés, ni céphalopodes. L'océan est vide, désespérément vide. Et si j'étais dans l'erreur, songe Bill Bullitt Jr. My goodness, me serais-je trompé? Grâce au bras extérieur, la capitaine prélève des échantillons d'eau. Monsieur Bullitt les analyse longuement au microscope. Par malheur, il ne recèle rien d'intéressant. C'est de l'eau morte, pour ainsi dire. 23 septembre. Tandis que la capitaine vérifie les instruments, son époux s'abîme les yeux à regarder dans le microscope. Ses efforts ne donnent toujours aucun résultat. Lily est encore au hublot, observe Théo. Le temps qu'elle passe à regarder le vide, c'est dingue. Les petits enfants s'amusent des spectacles qui n'intéressent pas les plus grands, dit la capitaine. Ton cousin Jim, quand il était bébé, restait des heures devant un mur de briques. Y a rien à voir dehors, que du noir, idiot. Et elle reste là comme une cruche. Théo, se fâche Monsieur Bullitt, viens apprendre à utiliser le microscope au lieu de dire des bêtises. Lily est nulle, fait Théo entre ses dents. S'il voyait ce qu'elle contemple à ce moment précis, peut-être la traiterait-il avec plus d'égard. C'est ce qu'elle voit, Lily, quand elle regarde à travers le hublot. Tous les autres ne voient rien, mais elle voit plein de monstres marins. Non, c'est des méduses. 26 septembre. 15e jour sous la mer. Théo tourne en rond, les mains dans les poches. Ses parents ont toujours quelque chose à faire pendant que lui se contente de compter les heures. Il ne rêve que d'une chose, remonter à l'air libre et faire du sport. Lily a enfin quitté son hublot. Elle est en train de dessiner. Tiens, dit Théo, elle a fait une méduse. Mais non, le détrompe la capitaine. Elle ne sait pas ce que c'est une méduse. Bah alors c'est quoi? Un bonhomme. Les petits enfants ne sont pas capables de représenter un corps humain complet. Ils dessinent une énorme tête, une ou deux jambes. Au début, il n'y a même pas de bras comme ici. On appelle ça la phase tétard. Ça, c'est Théo qui souffle en fait, hein. C'est pas moi. À ce moment-là, Monsieur Bullitt se lève en poussant un grand cri. Victoire! Dans le dernier échantillon, il y a. Quoi? Demanda Théo. Voyez vous-même. La capitaine et Théo s'approchent de la table. Dans le flacon numéro 17, deux animalcules s'observent à l'œil nu. Ce sont des espèces de crevettes lumineuses. Le moment est historique. Après tant d'efforts et d'espoirs déçus, c'est enfin la récompense. Regardez comme elle gigote, souffla la capitaine attendrie. La vie, hurle Monsieur Bullitt dans le bulliphone. Nous tenons la preuve, ça y est. La vie, la vie, la vie. 2 octobre. Depuis la découverte, les Bullitt se relaient auprès du flacon numéro 17. Une attention constante est nécessaire pour maintenir les crevettes dans les bonnes conditions de température, de pression, de lumière, etc. Même Théo s'intéresse aux créatures lumineuses. Il ne pense plus au championnat de baseball, bâille et soupire moins souvent. Tu ne viens pas faire coucou aux petites crevettes, Lily? Lance Monsieur Bullitt. Laisse-la donc, dit la capitaine. Tu sais bien que ça ne l'intéresse pas. Elle préfère le mur de briques, présenta Théo. En vérité, voici ce que voit Lily. Alors, c'est une magnifique page qui s'ouvre comme ça. Hop là. Et hop là. Je pense que ça pourrait presque faire un poster. Voilà. Le 12 octobre, après un mois de séjour sous-marin, les Bullitt sont remontés. Ils émergent de la boule sous les hurrahs de l'équipage du Challenger.
Le médecin de bord les examine longuement et les déclare en parfaite santé. Le voyage de retour s'effectue dans la liesse, on chante, on danse sur les ponts. Les Bulites se donnent du bon temps sans toutefois oublier de veiller sur le bien-être des précieuses crevettes. From the Isle of Montezuma to the shore of Tripoli, we fight our country's battles in the air, on land, on sea. Oh, c'est une chanson. À New York, le président Wilson est sur le quai. Il accueille les héros avec chaleur et leur remet à chacun la médaille du mérite, glorieux, prestigieuse entre toutes. Tout le monde ne parle que des Bulites. C'est la Bulite mania. Un mois plus tard, M. Bullitt donne une conférence à la New York Zoological Society. L'une des crevettes s'est éteinte, c'est le cas de le dire. La veille, mais l'autre, baptisée Zeus, est toujours vivante. M. Bullitt la présente au public avec émotion. Oui, la vie est possible, à 2000 mètres de profondeur, clame-t-il dans l'amphithéâtre devant une foule captivée. Je l'avais dit, et je le prouve. Mesdames et messieurs, voici Zeus, la crevette abyssale. Je vous montre encore. C'est justement le soir de la conférence que Lily décide de parler pour la première fois de sa vie. La longue causerie de son père a dû l'inspirer. Et comme on pouvait s'y attendre, elle prononce d'emblée une phrase impeccable. La femelle requin-marteau met ses petits au monde après 11 mois de gestation. Les époux Bullitt et leur fils se rendent à une réception donnée en leur honneur. Le président et la première dame seront présents ainsi que de nombreuses personnalités. Pendant ce temps, Lily rentre à la maison en compagnie de Madame Onuzel, sa gouvernante. Elle ne cesse de causer le long du chemin. Quand on pense que, hier encore, elle était muette, songe la gouvernante, extraordinaire. Dans la chambre de Lily, il fait aussi noir que dans les abysses. La petite fille n'est pas fatiguée. Elle rêve les yeux grands ouverts en souriant d'une oreille à l'autre. Les Bullitt rentrent après minuit, épuisés mais heureux de leur succès. Ils trouvent Madame Onuzel endormie. Il me semble que j'entends une voix, s'étonne Monsieur Bullitt. Ça vient de chez Lily, dit Théo. Elle devrait pourtant dormir depuis longtemps, s'inquiétait le capitaine. Les époux Bullitt et leur fils se dirigent alors vers la chambre de Lily. Le tapis épais étouffe le bruit de leurs pas. De la lumière, chuchote la capitaine, en désignant le pas de la porte. Eh bien, c'est confirmé. Elle veille. Que diable peut-elle faire? Mesdames et messieurs, la vie existe à 2000 mètres de profondeur. Et voici. Ah, c'est Lily qui parle. Et voici. Hop là. Les habitants des abysses que Lily a dessinés et que les autres membres de sa famille n'avaient pas vus. Et là, on voit Lily qui a gagné une médaille grâce à ses découvertes. Et c'est la fin de l'histoire. Voici l'épilogue. Ce qu'ils sont devenus. Les Bullitt ont effectué 11 plongées dans les années 1920. Ils ont pris d'innombrables photographies abyssales grâce au Bulliflash, l'appareil conçu par la capitaine. Leur livre, illustré Into the Deep, dans les profondeurs, je veux dire dans les profondeurs, est un best-seller international. Après de courtes études, Théo est devenu joueur de baseball professionnel, puis journaliste sportif. Il a épousé Fanfan Arbuckle, une américano-française passionnée de volcans. Ils ont 7 enfants et un lion domestique. Quant à Lily, elle a étudié la zoologie tropicale à l'université de Jakarta. Elle passe sa vie à courir les forêts humides, à grimper aux palmiers et à descendre les fleuves sauvages en pirogue. À 22 ans, elle est célèbre pour sa découverte du Colorinasus, le seul reptile à sang chaud connu à ce jour. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré ce livre. Il est court, mais franchement, il est tellement bien illustré que il est plaisant à lire. Alors, je connaissais pas du tout cet auteur, Thomas Lavacheri, mais je pense que je vais guetter ses nouveaux livres, les nouveaux livres qu'il va écrire, pardon. Et voilà, donc c'était Lily sous la mer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.